Bonjour à tous nos téléspectateurs et bienvenue sur Franc Parler, votre format mensuel qui invite les gens qui ont quelque chose à dire. Ce soir, nous accueillons Jacques Cheminade, donc président de Solidarité et Progrès. Jacques Cheminade, bonjour. Bonjour Kylian. Bon, nous allons traiter de questions assez spécifiques, c'était l'objectif de votre interview. On va se concentrer sur des questions monétaires et financières principalement, puisque vous en avez fait le cœur de votre action politique en réalité, même si vous ne vous contentez pas de ça bien entendu. Je vais commencer par vous présenter un petit peu et puis ensuite nous attaquerons le cœur du sujet. Alors vous êtes né en 1941 à Buenos Aires, ce qui fait que vous avez une double nationalité, vous êtes franco-argentin. Vous êtes diplômé de l'ENA, 1969, promotion Jean Jaurès, il me semble. Ensuite, vous êtes devenu administrateur civil, vous avez acquis le grade d'administrateur civil, vous avez travaillé d'abord à Paris, il me semble, où vous avez, semble-t-il, participé aux négociations du marché commun. Vous me direz s'il y a des précisions à apporter, bien entendu. Et ensuite, vous êtes devenu attaché commercial à New York, où vous étiez en charge de la promotion des produits d'équipement français, il me semble. Donc là, vous avez bien sûr vécu un moment important dans votre vie puisque votre inspiration politique, du moins, est venue de vos rencontres aux États-Unis, notamment avec Lyndon LaRouche. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et quand vous êtes revenu en France, vous avez décidé de vous lancer dans le combat politique. À ce moment-là, vous avez commencé à militer, vous avez même rencontré des membres du gouvernement ou de leur cabinet pour diffuser un certain nombre d'idées. Vous êtes présenté pour la première fois en 1995 à la présidence de la République, après avoir obtenu bien sûr les parrainages, et vous n'avez fondé Solidarité et Progrès qu'en 1996, donc l'année suivante, et vous en êtes depuis le président, donc ça fait 28 ans. Vous êtes présenté par la suite à plusieurs reprises, alors parfois avec succès en obtenant les parrainages donc en 2012 et 2017, et parfois en n'obtenant pas les parrainages, donc vous avez été en fait actif dans le cadre de l'élection présidentielle entre 1995 et 2017. Dans le cadre de votre activité politique, vous vous êtes concentré sur, je dirais, une critique radicale du système économique et financier mondial. Et dans ce cadre, nous allons justement aborder un certain nombre de questions relatives à ça, notamment votre critique du système boursier, votre critique du système bancaire, etc. Alors, si vous avez une précision à apporter sur ce que je viens de dire, n'hésitez surtout pas. Je dirais d'abord que je suis un Français de l'étranger, donc qui aime peut-être encore plus la France que les Français de France, parce qu'ils la voient à la fois de loin et de près. J'étais en Argentine, mes parents sont revenus en France et m'ont né en France en 46-47, puis en 50, puis en 53, ils pensaient rester en Argentine, rester en France. Bref, entre les deux, je vois quelque chose qui donne le sentiment qu'il faut avoir un repère et se localiser quelque part dans l'histoire. De plus, en Argentine, il y a le péronisme. Et je crois qu'au départ de ma vie, il y a une anecdote qui est drôle parce qu'elle concerne le domaine monétaire. On revient sur un bateau en France avec mes parents qui s'appelait la Désirade. Et ce bateau rentre quelque part, j'étais petit, rentre quelque part dans un port, ça sent fort. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois des messieurs accoudés au bastingage qui sont en train de faire des choses. Et je demande à mon père, prends-moi dans tes bras, je veux voir. Alors il dit non, non, ça va. Si, prends-moi dans tes bras. Et c'était des messieurs qui jetaient des pièces de monnaie aux jeunes Africains pour qu'ils plongent. Et alors on m'a dit, prends une monnaie et fais-le. Alors moi, je suis sorti des bras de mon père, j'ai jeté la monnaie, et je ne savais pas ça. Donc je crois que j'étais déjà contre le monde de la monnaie à cet âge. Après, il y a eu beaucoup de choses. Mai 68, avec au départ une grande exigence de justice contre le patriarcat, contre la société qui était établie, et puis le basculement dans une idéologie, je dirais, de tolérance, de laisser-aller, et déjà à l'époque, une sorte de... En France, qui s'était développée, une sorte d'animosité, pas une culture de gens qui aiment faire quelque chose ensemble, mais des gens qui cherchent leur identité contre et pas pour. Alors on reviendra sur cette idée de culture dans le cadre d'un système productif. Vous avez insisté pour qu'on y revienne, donc je vous interrogerai effectivement là-dessus. Alors, si on peut commencer justement dans le vif du sujet, sur le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est ma rencontre avec Lyndon LaRouche aux États-Unis. Disons, pourquoi? Parce que ce que me dit LaRouche à cette époque, on est en 1974, il me dit ce qui est en train de se passer,
est très important à partir du 15 août 1971, la rupture entre l'or et le dollar. Là, c'est le Far West, c'est le Far West financier. Et se mettent au pouvoir des forces financières, ce que le Conseil national de la résistance appelait les féodalités financières, se mettent en place et mènent une politique de prédation dans le monde. Si on était contre cela, on était de gauche ou d'extrême gauche. Ce qui se met en place en même temps, c'est une politique, disons, de contre-culture ou de sous-culture, tolérance vis-à-vis des drogues, musique bruit, et aussi tout un monde, je dirais, où il n'y a plus de repères stables, il n'y a que, disons, ce qu'on ressent, le ressenti. Donc, ce que me disait Larouche à l'époque, c'est que les deux avancent du même pas, et qu'en réalité, ce qu'il met en place, c'est quelque chose qui nie la capacité de l'homme à avoir une vision, à développer les choses, qui l'enfonce dans un présent, dans un présentisme, et qui l'empêche de penser à long terme, donc qui le soumet à un système tel qu'il est. Et à l'époque, c'est déjà l'oligarchie financière qui se met en place. Alors, venons-en justement à cette oligarchie financière. Est-ce que, une première question à ce sujet, est-ce que s'il devait y avoir un cheminadisme, est-ce que le cœur du cheminadisme, ce ne serait pas justement là, une critique radicale de la spéculation financière, puisque vous insistez sur ce point, sur le caractère néfaste de la spéculation financière? Non, je dirais certainement pas. L'essentiel, c'est la culture. Une culture du beau, du vrai, du juste. Nous sommes beaucoup admirés un Friedrich Schiller, le grand poète allemand, qui était aussi français d'ailleurs, fait français par la Révolution, admiré Lazare Carnot, l'organisateur de la victoire, l'homme qui d'ailleurs écrivait, qui était à la fois poète et homme politique, d'admirer Colbert et tout ce qu'il a pu faire pour l'Académie des sciences, Mazarin à la paix de Westphalie, tout ce type d'hommes-là qui ont une certaine conception de l'homme, qui donnent les possibilités de rendre le monde meilleur à travers la découverte à la fois soit dans la littérature, de compositions qui amènent à ce qui est fondamental dans l'homme sous une forme belle, et dans le domaine scientifique, à la découverte de nouveaux principes physiques appliqués qui permettent de changer, d'améliorer l'environnement. Donc c'est l'ensemble de ces deux choses qui pour moi sont essentielles et qui forment en réalité la base de l'économie. Parce que l'économie, qu'est-ce que c'est? C'est avec une productivité accrue. Ça veut dire plus en faisant moins, en ayant à la fois une croissance de la production par être humain, par unité de surface et par matière apportée. Et cela permettant d'augmenter la capacité d'accueil d'une société, ce que nous appelons le potentiel de densité démographique relatif. Ça veut dire que faire qu'une société puisse nourrir et engendrer plus d'êtres humains dans un monde meilleur, mais plus, c'est le potentiel, avec des découvertes scientifiques, c'est le relatif à des découvertes scientifiques. Aujourd'hui, on est en direction absolument contraire, et là oui, c'est ce que j'attaque et je combats, c'est un système financier qui fait passer la monnaie et les spéculations avant tout le reste, et qui n'est plus lié à une économie physique productive, qui n'est plus lié à un développement économique réel, mais qui joue sur le virtuel et qui bascule dans le virtuel. Alors c'est intéressant parce que j'ai retrouvé en France un débat où cela a été posé, de façon limitée mais insuffisante, entre Michel Rocard et Raymond Barre. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais ça fait très longtemps qu'on ne propose pas de solution. Donc ce qui m'a intéressé chez Linda Larouche, c'est qu'il propose des solutions. C'est-à-dire une société qu'on construit autour d'institutions financières maîtrisées, un plan et qui permet de nourrir une économie, qui permet le développement, en créant non pas au sommet, comme en Union soviétique, quelque chose qui contrôle tout, un plan qui contrôle tout, mais une planification indicative qui était la planification française, où on réunit tous les éléments de la nation et on les traite à la fois au niveau de chaque industrie et de chaque filière, et en les réunissant, on permet de créer quelque chose en commun, qui n'est pas un consensus, qui est la recherche d'un accord pour faire. Pas un accord pour se mettre d'accord, un accord pour faire. Et pour moi, c'est essentiel dans l'économie d'avoir cette conception-là. À l'époque, après la libération, on avait le fameux circuit du trésor, où le trésor réunissait l'épargne, et cette épargne était utilisée comme un moyen d'avoir des politiques publiques qui permettaient un développement. Ça a été le grand succès, en réalité, des 30 Glorieuses.
Elle n'était pas si glorieuse que ça, si vous voyez comment on vivait à ce moment-là. Elle n'est pas glorieuse du tout même. Mais les gens avaient l'espoir que le monde serait meilleur. Et là, elle était, oui, de ce point de vue-là, c'est glorieuse, dans cet espoir que le monde soit meilleur. Et aujourd'hui, le drame, c'est que la plupart des Français, on dit parfois que seulement 3% pensent que le monde ne sera pas meilleur. On dit que parfois seulement 3% pensent que leurs enfants et petits-enfants vivront bien mieux qu'eux. Donc il faut rétablir l'espérance, et l'économie, c'est rétablir l'espérance dans un monde dans lequel tout ce que l'homme recherche dans la vie puisse lui être fourni en point de départ, c'est l'égalité des chances, et puis après, évidemment, c'est le risque couru et la capacité qu'on a de se mobiliser ou pas. C'est pas que tout le monde doit être entretenu dans une situation où l'État pourvoit. Le grand problème de la France, c'est qu'on a un État qui est à la fois suradministré et en même temps soumis à l'oligarchie financière internationale. Les deux à la fois. Alors, vous abordez la France dans les années à venir. J'y viendrai plus tard, donc je vous aurai une question spécifique là-dessus. Alors, si je comprends bien dans votre raisonnement, c'est que ce que vous reprochez en fait, au capitalisme financier, à la financiarisation de l'économie, c'est qu'il a déshumanisé l'économie, qui au départ était une science au service de l'homme, en quelque sorte. Oui, c'est quelque chose qui est basé sur une conception de l'être humain que partagent beaucoup de philosophes que par ailleurs on pense respectables, qui est soit qui font un Léviathan comme Hobbes pour tenir une société souveraineté parce que l'homme est mauvais, il faut l'empêcher d'exercer son mal, ou il faut faire, pour arriver à la paix, faire des compromis, penser qu'il faut que les uns et les autres doivent être servis, et que de toute façon, chacun ayant de mauvaises intentions, il faut les limiter par la négociation, par le consensus, par je ne sais pas quoi. Ça, c'est Kant, et la morale de ces gens-là. Or, qu'est-ce qui est différent? C'est tous les gens qui ont pensé un monde qui pourrait être meilleur, parce que l'homme a cette capacité de faire du bien. C'est la grande pensée de Rabelais en France, qui moque tous ceux qui ne sont pas comme ça, ou de Leibniz, le grand philosophe de l'Académie des sciences de Colbert. Donc il y a cette vision-là du monde où des gens qui, comme Carnot et Monge, ont coopéré à créer l'école polytechnique, aussi, je sais pas, le maître, l'école des langues orientales, tout ce qui permet aux jeunes de penser qu'ils sont engagés dans une chose sociale qui sera meilleure. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que les arts et les lettres n'y étaient pas séparés de la science. Il y avait à Polytechnique des chorales. Il y a quelqu'un qui s'appelle Wilhelm ou l'autre qui s'appelle Francoeur, qui sont obligés, en grande partie oubliés, qui organisait ça et qui pensait qu'il y a une unité de l'être humain et que ce n'est pas quelqu'un qui est formaté pour traiter des équations, mais quelqu'un qui doit découvrir, et qui utilise des équations bien entendu parce que c'est nécessaire, mais qui est fait pour découvrir des principes. Alors rentrons dans vos propositions, ou du moins dans ce qu'on pourrait appeler vos propositions. Alors, si on se concentre sur le système bancaire, d'abord, est-ce que vous prônez le démantèlement des banques qu'on appelle too big to fail, c'est-à-dire en fait tellement importantes dans le système financier international qu'actuellement la seule solution serait de les sauver, comme on l'a vu d'ailleurs dans la dernière crise financière que vous aviez plus ou moins annoncé d'ailleurs en avance au début des années 2000. Annoncé en 1995, oui. Et bien avant avec Lyndon LaRouche, que ce système était destiné à se détruire lui-même, mais avec des dégâts collatéraux sur chacun d'entre nous. Oui, c'est ce qu'on a pu d'ailleurs observer, hein. Mais que faudrait-il faire de ces établissements bancaires gargantuesques à l'actif et donc au bilan monstrueux qui, en fait, dont la valeur ne repose en réalité que sur des créances dont ils espèrent le remboursement, mais dont la valeur tombe à zéro, on l'a vu lors de la crise financière de 2009, lorsque ces créances ne sont pas remboursées. Qu'est-ce que vous estimez nécessaire de faire au niveau de ces banques? Parce que je sais que, par exemple, vous étiez probablement toujours d'ailleurs, un partisan de la séparation entre les banques d'investissement. Voilà. Et il me semble d'ailleurs que vous avez évoqué la question avec Emmanuel Macron lorsqu'il était encore conseiller du président Hollande. Parce qu'il était secrétaire général adjoint à l'Élysée. Oui, exactement. Donc, c'est-à-dire qu'encore récemment, il y a, disons, moins de 10 ans, vous étiez partisan de cette séparation. Et comment vous la voyez j'en suis toujours. Oui. Mais pas en soi, c'est pas une chose en soi. C'est de séparer les banques qui sont des banques de dépôt et qui, doivent prêter à ceux qui produisent, pas à ceux qui spéculent. Et de l'autre côté,
les banques dites d'investissement qui spéculent, elles, sur les marchés financiers et qui font de l'argent avec de l'argent et pas avec une épargne qui va vers l'économie physique productive. Donc c'est ce secteur-là qu'il faut, disons, corriger en voyant toutes les dettes illégitimes et cacher dans leur bilan ou hors bilan toutes les spéculations qu'elles ont faites et qui sont des pertes latentes, qu'on compense en leur donnant de l'argent, en leur donnant de l'argent, à chaque fois plus d'argent. Donc c'est tout le système occidental qui est basé sur ça. Aux États-Unis, on n'a jamais émis autant de dollars qu'aujourd'hui, même sous Trump ou même sous Obama ou même sous Biden, et on a émis plus de dollars en quelques années que pendant toute l'histoire des États-Unis, alors que l'économie s'est développée au mieux à un rythme de 3%. Et on a abouti à la situation d'aujourd'hui, où il y a une dette américaine qui est de 34 000 milliards de dollars, mais bien plus, à peu près, on ne sait pas très bien, mais la somme approximative qui est évoquée dans le milieu financier, ils ne diront pas au public, c'est 2 millions de milliards de produits financiers dérivés. Donc, pas en sous-jacent, mais en pari eux-mêmes. L'effet que ça peut produire. Ce n'est pas ce qu'on va perdre tout de suite, parce qu'il y a des systèmes de compensation, il y a des systèmes de traitement, et on négocie sur des marges. Mais c'est ce que ça représente. Donc c'est une société du pari, ce n'est pas une société de la croissance et du développement. Est-ce que cette société du pari ne reviendrait pas, enfin, contrer cette société du pari, c'est une société de jeu, hein, ne reviendrait pas à limiter la place de la spéculation, voire même à l'éliminer? Quelle serait la spéculation dans un système économique que vous appelez de vos voeux? On vous donne tout le crédit que vous voulez pour renflouer les gens qui ont perdu et les gens qui font partie du système. Donc c'est un système où ce qu'on appelait l'aléa, eh bien, il est toujours compensé. Vous trouvez toujours des gens pour compenser vos pertes. Donc il y a un système qui émet de la monnaie sans développement. On arrive au bout du rouleau aujourd'hui en Europe, avec 0,1% de croissance en Allemagne et 0,2% en France. Et au mieux, dans l'avenir, 1%. Et Bruno Le Maire qui dit c'est épouvantable si LFI ou le Front Populaire aujourd'hui, ou si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, on aurait une dette énorme. C'est probablement vrai. Mais lui-même, pendant ces 7 ans où il a servi Emmanuel Macron, notre dette est passée de 2 000 milliards à 3 400 milliards. Donc il n'a pas le droit de parler de cela alors que lui-même est responsable et coupable. Il est incompétent d'ailleurs, par ailleurs. Je vous laisse juge de ce genre d'informations. Non, c'est la réalité qui est juge. Alors, en tout cas, ensuite, vous évoquez aussi souvent un autre sujet qui est celui de la mondialisation. Alors, comment voyez-vous la mondialisation? Comment la qualifiez-vous en fait? Financière. Pas forcément financière, vous pouvez élargir. C'est qu'elle est financière. S'il y avait une vraie mondialisation, voyons le crédit. Le crédit, qu'est-ce que c'est? C'est une anticipation sur ce que vous pouvez réaliser à l'avenir. Soit l'anticipation de spéculation financière, c'est très mauvais, soit la création de richesses physiques, réelles, supplémentaires. Là, c'est le bon crédit. Ce point de vue-là, la mondialisation, il y a une imbrication des chaînes de production et des chaînes de valeur. On ne pourra pas y revenir. Mais ce sur quoi on peut revenir, c'est son caractère financier qui fait que ça devient un désastre. Et ça devient l'ère de prédation, je ne sais pas, de BlackRock, de State Street ou de Vanguard, qui sont des sociétés qui peu à peu gèrent des fonds pour autrui. Ils ont un système d'algorithmes pour prévoir qui s'appelle Aladdin. Et les gens jouent avec ces mots parce qu'il y a plein d'un plaisir pervers à faire ces choses-là. Et ils possèdent en France, par exemple, entre 3, ils possèdent dans des sociétés cotées au CAC 40 entre 2 et 7, 8, parfois 10%, qui leur permet de fait pas de les contrôler dans leurs décisions, mais les empêcher de faire une politique différente de celle de ce système financier. Vous avez repris, il me semble à Larouche, mais en fait c'est une idée qui a été répandue dans le monde parce que ça n'existe pas qu'aux États-Unis, mais ça existe aussi en Chine ou en Turquie. L'idée d'Exim Bank, qui serait donc une institution financière de soutien à l'exportation, comment voyez-vous en fait ce type d'institution? Moi, je suis essentiellement d'avoir une vraie banque nationale et un vrai réseau du trésor public. C'est-à-dire que l'épargne
pour ce qui est le secteur public, soit une épargne dirigée vers ce qui est productif, vers ce qui est créateur. Et qu'en ce qui concerne le privé, évidemment, les banques de dépôt sont là pour faire leur métier de gestion de dépôt et de prêt, de crédit. Mais à une condition, qu'elles ne soient pas à la fois banque de dépôt et banque d'investissement, de spéculation pour la marché financière. C'est ça le Glass-Steagall, séparer les deux. Et vous savez, ça a été difficile aux États-Unis sous Roosevelt. Il a fallu qu'un avocat courageux, qui s'appelait Pecora, organise à la télévision son enquête et que tout le monde voit ce qui se passait, le comportement des banquiers. Là, le comportement des banquiers en France, on ne montre pas. Sauf quand Oudéa a pu déclarer à l'époque, la Société Générale, que ça toucherait la réforme de Macron, car il en a fait une. Moi, j'avais dit, si vous en faites une, ce sera pire que si vous n'en faites pas, parce qu'on en ferait une fausse. Et vous êtes parti pour en faire une fausse. C'est là qu'on n'a plus eu de relation à partir de là, en 2013. C'était il y a longtemps. Hein. Et j'ai vu comment ces gens espèrent pouvoir jouer comme on joue au poker menteur, avec la réalité. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, à force de jouer au poker menteur sur les marchés financiers avec la réalité, on joue au poker menteur avec les vies humaines, avec une risque de guerre aujourd'hui, qui est produite par cette oligarchie financière qui a une bulle de tout, dans tous les secteurs. Il y a une bulle financière qui ne correspond plus à la production réelle. Et elle est menacée, elle peut exploser d'un moment à l'autre. Ils la maintiennent en respiration artificielle, je dirais. Comment, d'ailleurs, c'est une économie virtuelle en respiration artificielle, mais comment ils espèrent pouvoir s'en tirer en créant une bulle de réarmement qui permette de dominer tous les autres. La guerre en Ukraine, du point de vue de l'OTAN, qui a poussé l'Ukraine à la faire, lorsqu'il y avait la paix possible en mars-avril à Istanbul, en Biélorussie, puis à Istanbul, c'est l'OTAN qui a dit il faut continuer aux Ukrainiens. Donc on les traite comme de la chair à canon. Et la vision de cette oligarchie financière, c'est un réarmement, une bulle de réarmement, pour arriver jusqu'à une bulle nucléaire, pour garder l'illusion que toutes ces créances qui n'ont plus de fondement réel dans l'économie physique puissent être maintenues et qu'eux-mêmes se maintiennent au pouvoir. Donc, c'est un système qui se voudrait immortel. Et là, vous avez le lien entre le transhumanisme, qui aussi prétend créer un être immortel, et ce système. C'est-à-dire, c'est l'illusion, alors qu'on a perdu des valeurs transcendantes, c'est l'illusion qu'on peut projeter de l'éternel dans le terrestre. Vous avez évoqué l'absence, ou la disparition de valeurs transcendantes, et une question m'apparaît en fait comme ça. Est-ce que vous pensez que notre société, alors pas forcément la France, mais l'Occident de manière générale, voire le monde entier, a perdu la culture qui lui permettait de mettre en place un système productif? Alors, c'est vrai d'un certain point de vue. Les gens avaient des références. Si on prend les références des années d'après-guerre, il y a le Parti communiste, il y a l'Église catholique, et il y a un certain sens de l'État, et il y a la vision gaulliste de l'histoire. Aussi, aujourd'hui, tout ça est parti. C'est-à-dire, ceux qui prétendent être les héritiers de ça sont parfois même comiques. C'est des héritiers administratifs au mieux, ou des gens qui sont dans ce cirque politique qu'on voit aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, transcendance? C'est très intéressant de le voir du point de vue du philosophe Leibniz. Lui, il dit qu'il y a une science qui est la science mécanique. C'est la science des effets immédiats. Donc, cette science mécanique, il y a une pierre qui tombe, elle tombe, il y a le jour et la nuit, on le voit, bon, on peut en tirer des conséquences qui sont utiles. Mais aussi, il dit qu'il y a une science métaphysique, qui va au principe même et qui est au-delà de la physique dans le visible. C'est une science de principe, il faut trouver ces principes fondamentaux qui organisent l'homme et la nature. Et vous pouvez les trouver que si vous avez une intuition créatrice qui permet d'aller au-delà de la façon dont la question est posée. Einstein lui-même disait d'ailleurs qu'on ne peut jamais arriver à la solution d'un problème dans les termes où il était posé, qu'il faut trouver quelque chose qui permette à un niveau supérieur de ce qui apparaissait contradictoire à un niveau, soit possible à un niveau supérieur. Et ça, c'est l'économie actuelle. Si vous pensez aux États-Unis, à la Russie, aux pays qui montent, ces pays émergents, vous dites, c'est pas possible, il y aura un conflit. Et ce conflit mondial, il risque même d'être nucléaire. On est tout près, hein. Vous savez, à Armavir et à Orsk, lorsque les Ukrainiens, avec ce que leur a permis de faire et ce qu'a organisé l'OTAN, ont frappé je ne sais pas si vous le savez, des radars russes de détection des missiles de longue portée.
ne pouvaient pas venir d'Ukraine, ces missiles l'emporter. Ces missiles ne venaient que des États-Unis, ou d'ailleurs, de puissance nucléaire. Eh bien, quand on fait ça, et qu'on charge d'aveugler le système de défense de quelqu'un, on s'expose. Les Russes, d'ailleurs, ont toujours tout de suite envoyé des sous-marins à Cuba. Donc on en est là, et les gens ne le voient pas. Comme ils ne comprennent pas qu'il y a une crise de missiles de Cuba à l'envers. Les États-Unis, au moment où les Russes avaient déployé leurs fusées à Cuba, c'est une crise existentielle pour les États-Unis. De Gaulle est tout de suite venu à soutenir Kennedy. Et s'il n'y avait pas eu Ted Kennedy, s'il n'y avait eu pas Jean 23 qui a certains intermédiaires, je ne sais pas si on serait arrivé à une solution. Quand Kennedy et Khrouchtchev se sont rencontrés, Kennedy a dit à Khrouchtchev, moi le pire c'était mon entourage pour surmonter ce qu'il voulait faire. Et Khrouchtchev a dit, moi j'avais exactement le même problème. Donc c'est intéressant. Par rapport aujourd'hui, il n'y a pas des hommes de caractère comme pouvait l'être même Khrouchtchev et surtout Kennedy. Il n'y en a plus. Il n'y a plus d'hommes de caractère. Vous regardez Macron, vous regardez Biden, vous vous dites où est-on? Où est-on? Je crois que ça, c'est la vraie question. Et vous pouvez résoudre cette question en ayant le sens qu'à un niveau supérieur, vous pouvez arriver à ce que nous appelons la coïncidence des opposés. Alors je dirais qu'il n'y a plus d'hommes d'État dignes de ce nom parce qu'ils ont été engendrés progressivement par ce système financier auquel ils ont dû plus ou moins obéir, et de plus en plus. Et aussi parce qu'on avait, nous autres en France, dans les années, jusqu'aux années 80 à peu près, des gens qui occupaient des postes importants, qui avaient une culture scientifique et qui avaient aussi une culture de l'État. Peu à peu, ça a disparu. Moi, j'ai vu des gens qui avaient été avec moi à l'ENA, qui sont passés du service de l'État, plus ou moins, ils servaient aussi leurs intérêts, hein, le service de l'État plus ou moins, au service des grandes banques, parce qu'ils pensaient que là était le vrai pouvoir. Et ils avaient raison, d'ailleurs, de leur point de vue. Donc, il y a une perte du caractère. Ce que De Gaulle appelle le caractère, ça, c'est perdu. Les gens ne sont plus des hommes de caractère. Et quelque chose en France qui est grave, qui est peu d'hommes politiques ont une culture philosophique, une culture scientifique et aussi une culture esthétique. Donc ça fait beaucoup qu'on n'a pas. Ils ont une culture historique, ils ont une culture de l'opportunité politique, ils sont très bons pour capter des occasions, mais pas pour servir leur pays. Venons-en justement à la France contemporaine. Bon, ça fait au moins 10 ans, et même plus, je dirais, en plus, depuis l'arrivée de Jospin en fait, à Matignon, que la France n'a pas connu une croissance digne de ce nom. Jospin, on a dû atteindre les 3% jusqu'en 2002, et depuis, la croissance de la France est morose, voire à l'arrêt. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, et comment estimez-vous que nous puissions en sortir, en fait? Comment est-ce que la France pourrait retrouver le chemin de la prospérité économique? Alors, elle ne peut pas en sortir toute seule. Évidemment, sur le papier, il faudrait pouvoir sortir de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'euro, qui sont des entraves. Mais dans la réalité, il faut une stratégie, il faut une tactique. Et cette stratégie et cette tactique ne peut être... C'est le plan Fouché qu'il faudrait reprendre dans l'idéal. Ça voulait dire, on est dans l'Union européenne, bon, on était peu, c'était possible. Après, c'est beaucoup plus difficile, à 27, c'est même impossible. Mais il disait, le plan Fouché disait, il y a des accords, bon, tout le monde est d'accord, on fait, et même, il y a des délégations de souveraineté. Maintenant, si un est en désaccord, il a le droit de bloquer le tout, s'il est tout à fait contre. Mais s'il est moyennement contre, qu'il peut laisser faire les autres, lui se met de côté et les autres peuvent faire ensemble. Donc là, on arrive à quelque chose qui n'est pas comme aujourd'hui, les directives tombées d'en haut de la Commission, qu'on applique après en France sous forme de loi. C'est la transcription de ces lois et qu'on les transcripte en plus en faisant du zèle. Ce qui est vraiment se soumettre complètement à une autorité qui est en dehors de la nation et en dehors des principes de la nation. Et là, moi, je l'ai vu quand j'étais à Bruxelles, je représentais la France dans les années hommes de base, mais parfois au comité des permanents, c'était au Coreper, c'était dans les années 69, 70, 71, où là, la France disait un peu comme De Gaulle, c'est pas la France qui est isolée, c'est les 5 autres pays qui sont isolés. Donc, on avait une position forte qu'on a perdue progressivement parce qu'on a accepté une Europe qui était une fausse Europe. L'Union européenne n'est pas l'Europe, c'est une fausse Europe, et qui était inféodée, je dirais, au calcul de l'oligarchie financière et au pouvoir de l'oligarchie financière qui, peu à peu, détruit l'État-nation. Moi, j'étais le premier, je pense, en 1986,
lors de l'acte unique. Libre circulation des capitaux, des biens, des services et des hommes. À dire, là, c'est la fin de la nation. Acte unique, on a fait une campagne à l'époque, on était très peu. Acte unique, acte unique. Et beaucoup y croyaient encore. Je ne voudrais pas mentionner les hommes politiques qui aujourd'hui se prétendent souverainistes, qui à l'époque y croyaient. Mais nous, on a vu venir. Parce qu'on a vu venir du point de vue de ce qui s'était passé dans le monde contre les pays du tiers-monde. Alors on a dit, peu à peu, l'Europe est considérée par les pouvoirs qui sont en place aux États-Unis comme quelque chose qui doit être d'un don de la farce. Et la guerre en Ukraine, ça y est, parce que le prix de l'énergie est 4 fois meilleur marché aux États-Unis. Nous, on n'a pas de problème avec l'industrie parce qu'on n'en a plus. On a désindustrialisé. Et l'industrie qui reste, c'est celle qui fait des affaires à l'étranger, hein, pas en France, ou qui est implantée à l'étranger. Mais les Allemands, qui ont encore l'industrie, beaucoup de dirigeants allemands vont aux États-Unis parce que le prix de l'énergie est 4 fois meilleur marché qu'en Allemagne et parce qu'il y a un protectionnisme américain avec l'Inflation Reduction Act. Et l'autre qu'on oublie, c'est c'est pour les puces, hein. C'est sur tout ce qui est l'informatique, le numérique et le contrôle. Ils cherchent même aujourd'hui à déterritorialiser l'industrie qui est avancée sur les microprocesseurs à Taïwan et la faire venir aux États-Unis. Donc il y a même des gens de Taïwan qui ne sont pas contents. Donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y aura jamais une confrontation entre la Chine et Taïwan, parce qu'il y a trop d'intérêts communs. Mais voilà. Donc on a cette repli des États-Unis sur eux-mêmes qui ne pourront pas y arriver parce qu'on ne peut pas réussir à ce que les chaînes de production et les chaînes de valeur soient démantelées. Ce n'est pas possible. Sauf à créer une situation d'une guerre. Sauf à créer une situation de décomposition du système économique. Donc, mais certains pensent dans ces termes militaires sans mesurer les conséquences de ce qu'ils font. Quelles seraient les premières mesures à prendre en France pour revenir à une économie saine? La séparation bancaire, c'est essentiel. On ne peut pas probablement la faire seule, mais on peut la proposer et dire qu'on le fera, et montrer, créer la confiance et la sécurité. Aujourd'hui, en France, les gens n'ont plus confiance. Ils n'ont plus confiance ni dans leurs dirigeants, ni dans leur pays. Dernière question, une question d'ouverture qu'on pose à tous nos invités. Et j'ai particulièrement envie de vous la poser parce que vous avez été... oui, ben j'ai bien l'intention de le faire. Vous avez été raillé durant vos campagnes de 2012 et 2017 parce que vous avez évoqué un sujet qui n'est jamais abordé en France, qui est celui de l'exploration spatiale et de l'exploitation des ressources spatiales et autres. Ne rentrons pas dans les détails, mais vous avez été raillé pour ça de manière injuste. Donc j'ai envie de vous poser la question, comment voyez-vous l'avenir de la France dans les 10, 30, 50 prochaines années? Alors, ce que Konstantin Tsiolkovsky disait sur l'espace, je crois, est vrai pour tout. Il disait « L'homme est né dans un berceau, mais il n'est pas fait pour y rester ». Donc c'est un peu la vision de la France qu'on doit avoir. Pas une ligne Maginot, pas un souverainisme Maginot, qui n'est pas d'ailleurs du souverainisme, qui est identitaire. Pour moi, le souverainisme, c'est ce que on pense qu'on peut apporter au monde. De Gaulle, quand il était à Alger, avait dit un jour la France manque au monde. Le monde a besoin de la France. Mais en même temps, la France doit prendre du monde et en faire une sorte je dirais, d'adaptation, peut-être de chimie, avec ce que le monde a meilleur et l'inclure dans cette histoire de France. C'est aujourd'hui comme la question de l'immigration. Si on voit les choses, c'est très simple. On ne peut pas avoir pas de frontières, ni un mur. Ce n'est pas une passoire ou un mur. C'est une politique. Cette politique, il faut la voir, qui est une politique de développement des pays du Sud, en particulier de l'Afrique. Et à ce moment-là, il y aura beaucoup moins. Dès aujourd'hui, 80% des migrations en Afrique sont à l'intérieur des pays africains. Mais il y en a 20% quand même qui viennent ailleurs. Et qui viennent ailleurs n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ailleurs, on n'est pas prêt à recevoir, et chez eux, ils partent parce qu'ils se sentent dépourvus. Ce sont d'ailleurs les plus qualifiés et les plus riches, généralement, qui partent. Les autres n'ont pas l'argent pour partir. Donc il faut recréer un sens. Moi, j'ai appelé à la création d'un ministère de la coopération, du co-développement, et
de l'intégration. Et que ces choses soient une seule et même chose, et qu'il y ait un ministère qui les traite tout en même temps. Parce que sans ça, si on traite par catégorie, on arrive à un désastre. Donc, avoir une vue de plus haut. Et cette vue de plus haut, c'est la même chose que la politique spatiale. La politique spatiale, l'homme, s'il va dans l'espace, est condamné à créer. Sans ça, on meurt dans l'espace. Il faut qu'il est face à des choses qu'il n'a jamais vues auparavant. Il doit explorer l'inconnu. Et je suis tout à fait pour, alors de ce point de vue-là, pas seulement dans l'espace. Pour aller dans l'espace, il faut que sur Terre, on prépare les conditions d'avoir une politique qui ne peut pas être un simple État, même pas les États-Unis, même pas la Russie, même pas la Chine. Il faut une politique, disons, commune, et les scientifiques, eux, commencent à coopérer. Ils sont plus sages que les hommes d'État. Donc il faut cette politique-là. Mais aussi, il faut une pensée qui doit être une pensée de découverte. Et là, pour moi, la bonne nouvelle, c'est que beaucoup de ces scientifiques forment une communauté qui commence à coopérer. Alors, aux États-Unis, les va-t-en-guerre l'ont bien ressenti. Ils veulent couper tout lien avec la Russie, avec la Chine, au niveau même scientifique. Si vous coupez ces liens, même les États-Unis seront appauvris. Donc, il faut cette coopération basée sur une vision du monde d'explorateur, et pas quelqu'un qui reste... c'est la fausse notion du souverainisme, c'est pas du souverainisme. Souverainisme, c'est penser qu'on a quelque chose de très bon dans notre culture et qu'il faut partager et inspirer les autres avec cette culture et en faire bénéficier, bien entendu, son propre peuple, avec son histoire, ses contradictions, ses difficultés, mais quelque chose qui est profond dans l'esprit des gens. Et de ce point de vue, à l'époque du général de Gaulle, tout n'était pas parfait. Bien sûr, mais il y avait cette orientation-là dans l'esprit des Français. Aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est qu'on est dans une génération qui est la deuxième. Les enfants qui ont 12, 13, 14, 15, jusqu'à 20, 22 ans ont eu des parents qui ont été immergés dans la société des écrans et dans la société de l'immédiat. Et là, on a une vision du monde qui est tout à fait différente, qui est une vision en réalité passive et alliée, ou disons, incapable de créer, de concevoir et d'apporter des choses pour l'avenir. Aujourd'hui, on commence à apercevoir, même Macron dit qu'il faut limiter l'exposition aux écrans et tout, mais c'est négatif. Quelle culture positive on va offrir à ces enfants? Que faire pour eux? On avait à une époque Jean Vilar. Jean Vilar, avec le théâtre d'Avignon, c'était avec les syndicats et un théâtre qui élevait l'esprit de ceux qui y assistaient. C'était la grande tentative de Jean Vilar. Aujourd'hui, où le voit-on? On voyait aussi toute une culture. Malraux, avec ses maisons de la culture, avait la même idée. C'est des gens qui étaient d'un bord, comme on dirait, différent, mais qui avaient cette même idée. Et aujourd'hui, on ne le voit plus, cela. Macron a donné ce fameux pass de 500 €, et que font les jeunes avec ça? Ils achètent des mangas. Donc évidemment, c'est pas nécessairement ce qu'on voudrait faire. Le mot de la fin, ce sera offrir la France, offrir ce que la France a de meilleur au monde et à son propre peuple. Je vous remercie, Jacques Cheminade, pour vos réponses argumentées. Et j'ai oublié, j'ai dit il faut une banque nationale, une véritable banque de la nation, et pas une banque de France qui est une banque de banques. Une banque d'agents du Trésor et de financiers, qui font les mêmes carrières. Je vous remercie, Jacques Cheminade, pour vos réponses argumentées et précises, et pour bien sûr avoir accepté notre invitation. Je remercie également tous nos téléspectateurs pour leur fidélité et leur assiduité dans le visionnage de ces formats mensuels qui vont bien sûr se multiplier. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour un prochain franc-parler avec un invité encore surprise, bien entendu. Et je vous souhaite bien entendu également un excellent été. Merci aussi.